XVe siècle, donc à l'ère Sengoku. Bon, d'ailleurs, je m'excuse d'avance. J'ai fait un bon brin de ménage aujourd'hui. Et du coup, bon, j'ai les muqueuses irritées, on va dire. C'est pas vraiment que je suis enrhumé, mais bon, c'est un peu tout comme. Mais bon, fallait bien tourner la vidéo. Enfin, en tout cas, j'avais envie de la faire. Donc, bon, c'est pas la première fois, c'est la troisième fois que j'essaie de la tourner, mais à chaque fois, il y a un petit problème. C'est pas très grave. Mais on va réussir cette fois-ci. Bon, alors on va se pencher du coup, comme je disais, sur le Japon du 15e siècle, donc à l'ère Sengoku. Et on va parler des castes sociales au Japon. Alors, pour parler des castes sociales au Japon, je pense que je vais diviser ça en plusieurs parties. Et je pense qu'on va pas faire toutes les castes dans une seule vidéo. Je pense on va diviser ça en plusieurs vidéos. Et on va aborder à chaque vidéo sa caste. Mais je verrai le temps que ça prendra. Déjà juste de parler d'une seule caste. Et après on verra si vraiment c'est court.
c'est vrai que les samouraïs guerriers représentaient une certaine élite, mais tous n'étaient pas guerriers. Un clan de samouraïs, tous ne sont pas guerriers, sinon le clan ne peut pas fonctionner. Il faut forcément qu'il y ait des personnes qui s'occupent de plusieurs aspects de la vie, des richesses, des domaines dans le cas où ils en ont. Donc c'est impossible que tout le monde soit guerrier. Ils peuvent avoir des compétences martiales, mais tous n'occupent pas le rôle, le métier de guerrier. Donc, samouraï, forcément, et si c'est une caste sociale et que ce n'est pas un métier, eh bien, ça veut dire que forcément il y a une certaine, il y a plusieurs rôles en fait parmi les samouraïs. Voilà. Pour vous dire, dans la société japonaise, il y avait l'empereur, le shogun, les daimyo, les clans de samouraïs, et après il y avait tout le reste. Les paysans, les marchands, les artisans, les paysans, les artisans, les marchands, tout le reste. Mais daimyo rimait aussi avec samouraï. C'est-à-dire que les daimyo que l'on compare aux seigneurs féodaux de l'Europe, ce qui est pas tout à fait faux, mais pas tout à fait vrai non plus. Enfin, ils occupaient un rôle sensiblement similaire, mais en termes de vision par rapport à la culture japonaise, c'était pas du tout la même chose. Eh bien, les daimyo, qui étaient donc des seigneurs, étaient samouraïs aussi. Samouraïs et daimyo. Donc des samouraïs daimyo. C'était un clan de samouraïs. En fait, plus précisément, c'est un clan parce que faut bien comprendre que samouraï, il est pas seul. Le samouraï, il est pas tout seul. Il y a un clan en fait derrière lui. Il y a ses parents, ses frères, ses sœurs. Et puis les mariages aussi. Les frères sont mariés à des filles d'autres clans. Et les sœurs sont mariées à des fils d'autres clans en fait. Donc tout ça, ça crée des unions. Et ça réunissait plusieurs clans entre eux. Donc un samouraï, c'est rarement juste un samouraï. Il y a tout un clan derrière. Et c'est pour ça que quand on parle de samouraï daimyo, en fait on parle d'un clan de samouraï. Mais celui qui commande ce clan occupe le rôle de daimyo, de seigneur. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que entre les daimyo et les samouraïs fortunés, la limite est parfois mince. Pour donner comme exemple, en fait, les samouraïs pouvaient globalement tous être propriétaires terriens. Donc, un samouraï qui est un daimyo est un propriétaire terrien. Mais un propriétaire terrien plus riche que les autres, qui peut donc se permettre d'entretenir des hommes, une armée professionnelle, pour défendre et contrôler le territoire. Mais des clans de samouraïs qui étaient riches pouvaient faire la même chose. Mais ils n'étaient pas daimyo, parce qu'ils étaient déjà inféodés à un daimyo. À ce moment-là, étant inféodés à un daimyo, ils ne peuvent pas occuper le rôle de daimyo. Il n'y a pas de daimyo au service de daimyo. Donc à ce moment-là, ce sont des clans de samouraïs qui sont propriétaires terriens eux aussi, qui eux aussi ont une certaine richesse, qui eux aussi entretiennent des hommes, mais qui n'ont pas le titre de daimyo parce qu'ils n'ont pas la même puissance individuellement. Le clan en tant que tel n'a pas la même puissance que le clan du daimyo, que le clan et les unions du daimyo. Parce qu'il faut rappeler que la puissance d'un seigneur, ce n'est pas que sa propre force, mais aussi celle de ses alliés. Voilà. Donc il y avait ces samouraïs, ces clans de samouraïs qui étaient plutôt fortunés. Et en dessous, il y avait des samouraïs qui étaient pauvres.
qui ont vocation à mettre un compte en particulier à la tête du duché, ils pouvaient. Par la force du nombre, ils pouvaient avoir la légitimité si les lois du royaume le permettaient, bien sûr, tout ça. Dans la période Sengoku, donc dans le Sengoku Jidai, il faut comprendre que c'était une période de grands troubles. Voilà. Donc, oui, effectivement, c'est pas très honorant de trahir son daimyo pour le remplacer. Mais il faut comprendre que c'est une période de grands troubles et que, oui, effectivement, il y a un code de l'honneur. Mais il faut comprendre que, en réalité, eh bien, les samouraïs et l'honneur, je ne dis pas qu'ils n'étaient pas honorables. Ce que je dis, c'est que leur conception de l'honneur n'est pas la même que la nôtre. La base religieuse n'est pas la même, de toute façon. Les samouraïs étaient bouddhistes, pour la plupart. Donc, on ne peut pas comparer la vision de l'honneur entre les samouraïs bouddhistes et les chevaliers chrétiens. C'est très différent, beaucoup trop même. Mais ils avaient une vision de l'honneur, tout comme les hommes, tout comme les femmes de cette époque. Une femme qui était sexuellement abusée était déshonorée. Pour eux, c'est une vision de l'honneur qui est particulière. Elle est déshonorée et certaines pouvaient se suicider pour répondre à son déshonneur, pour s'en laver en quelque sorte. S'en laver ou ne plus en subir les préjudices. Donc ils avaient une vision de l'honneur qui était la leur, qui était plus particulière. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas d'honneur. Ils avaient leur vision de l'honneur. Mais il faut aussi comprendre que cette période-là était une période de guerre civile, en fait, limite on peut dire de troubles extrêmes. Des gens naissaient et mouraient en ayant connu toute leur vie que des périodes de guerre. Ça aussi, il faut le garder à l'esprit. Et quand on vit en période de guerre, et quand on vit en se levant chaque matin sans savoir si on aura l'opportunité, la chance de pouvoir retourner dormir dans son lit le soir même, eh bien il faut comprendre que l'honneur et la vertu, ce ne sont pas forcément toujours ce qui occupe le plus l'esprit d'un individu, même d'un samouraï. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que oui, il y avait le Bushido qui a beaucoup évolué d'ailleurs, mais voilà, ça n'empêchait pas les samouraïs de faire ce qu'ils faisaient. Les samouraïs étaient des guerriers aussi. Donc c'est pour ça que c'est assez particulier comme mission. Maintenant, alors je précise, je ne suis pas historien, quoi que ce soit. Je ne fais que parler de mes connaissances que j'ai acquis au gré de certaines de mes lectures. Donc voilà, je partage ce que je sais, ce que je pense avoir appris. Je peux évidemment me tromper. Voilà. En tout cas, il faut savoir que j'ai comme passion le Japon et son histoire. Donc voilà, après si toute personne qui a des choses à apprendre est le bienvenu. Si vous avez des choses, des commentaires à écrire, ce sera le bienvenu. Un autre point plutôt intéressant avec les samouraïs, justement comme abordé précédemment, les samouraïs dans le cas des guerriers, comme je l'ai dit précédemment, en fait principalement ils étaient bouddhistes. Et j'imagine qu'en expliquant que oui, la morale des samouraïs bouddhistes n'est pas la même que celle des chrétiens, on pourrait me dire, mais les bouddhistes, techniquement, si on prend dans ce sens-là, les bouddhistes ont techniquement pour philosophie de ne pas tuer. Philosophie, religion, ils ne veulent pas tuer. Parce que tuer, c'est commettre une faute karmique qui alourdirait, enfin qui rendrait le karma plus lourd et qui rendrait la réincarnation plus sévère. Et bien il faut comprendre que les samouraïs avaient trouvé une certaine parade en fait à cette philosophie. C'est que oui, tuer
réalisé, certes, mais en tuant un individu qui cherche à me tuer, j'alourdis mon karma. Sauf que si je ne le tue pas, cet individu va tuer d'autres personnes que moi. Donc, je vais alourdir mon karma parce que j'aurais laissé en vie un individu qui va tuer peut-être 2, 5, 10, 100 personnes. Alors qu'en le tuant maintenant, je mets un terme. Je commets une faute karmique. Je souille mon karma. Mais j'élimine un individu qui va commettre plus de crimes. Et donc, par ce geste, certes, j'alourdis mon karma, mais je l'alourdis moins que si je l'avais laissé vivre. C'est à peu près comme ça que concevait la mort et les meurtres. Enfin, c'est à peu près comme ça que les samouraïs concevaient la mort et les meurtres, leur activité de guerrier. En tout cas, je constate que ça fait déjà quasiment plus de 20 minutes que j'enregistre